Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage. Les gens se sont mis à trouver des calmars géants, des baudroies et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navires remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ces animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas car ils ne veulent pas croire que la fin arrive. Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé, dit-elle. » Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit de l'eau. Comment est-ce possible? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpes au 10e étage. D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Les gens se cachent dans les maisons et sur les toits. La ville entière plonge rapidement dans un état de catastrophe. La télévision fonctionne dans le bâtiment où tu te caches. Tu apprends que des inondations se produisent dans le monde entier. Des tsunamis massifs recouvrent les villes côtières. À certains endroits, les vagues atteignent la hauteur d'un immeuble de 30 étages. De nombreuses villes ont été rayées de la carte. La Lune est trop proche de la Terre et les inondations massives ne sont qu'un début. La Lune orbite autour de la Terre et aide à maintenir notre maison bleue sur son axe. La Lune assure la stabilité du climat et aide les organismes vivants à se développer. Mais à présent, cet équilibre est rompu. La Lune s'approche et altère la gravité de notre planète. La Lune n'a qu'à s'incliner légèrement sur le côté pour provoquer des inondations massives dans le monde entier. Imagine que tu tiennes un verre d'eau rond. Incline-le un peu. Tu vois comment le liquide se déplace d'un côté à l'autre? C'est la même chose qui se produit maintenant avec les océans. Mais la Lune ne fait pas que s'approcher de nous. Elle tourne autour de la planète et se rapproche à chaque révolution. Elle provoque sans cesse des catastrophes naturelles à différents endroits de la Terre. À présent, l'océan inonde un côté et quelques heures plus tard, un autre. Tu vois donc toute l'eau revenir des rues vers le rivage. Il se peut que l'océan inonde de nouveau la ville d'ici la fin de la journée. Attends, il semble que la fin de la journée soit déjà là. Tu remarques que le ciel est devenu sombre. C'est bizarre car il n'est que 15 heures. La Lune influe sur la vitesse de rotation de la Terre et fait passer la journée plus vite. Elle emplit désormais presque tout le ciel et éclaire brillamment notre planète. Tu distingues les énormes cratères lunaires. Elle est si proche que tu peux la voir même lorsque le soleil brille. À certains endroits, la Lune qui passe cache même le soleil tout entier. L'eau quitte les rues et tout le monde sort. C'est à ce moment qu'un tremblement de terre commence. La route se fissure et les maisons s'effondrent. Il y a des glissements de terrain dans la rue même. Les plaques tectoniques se déplacent sur toute la planète.
Imagine deux boules magnétiques qui se rapprochent l'une de l'autre. L'une des boules est la Lune et la seconde est le noyau de la Terre. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ce qui se trouve au-dessus du noyau ? Cela représente des centaines de milliers de kilomètres de notre croûte terrestre. Et maintenant, tout est en train de bouger. Des fissures destructrices apparaissent partout dans le monde. Les plus hautes montagnes de la planète s'effondrent et se transforment en tas de cailloux. Les fonds marins se fissurent et libèrent le magma des profondeurs souterraines. Les volcans se réveillent et crachent leur lave incandescente. Des nuages de cendres volcaniques recouvrent le ciel, nous masquant le soleil et la lune. Mais le plus effrayant est encore à venir. La collision est inévitable. La Lune tourne autour de la planète comme une balle dans un jeu de fête foraine avec un trou au centre. Cette force entraîne la formation de nuages sur toute la planète. L'orage gronde maintenant, mais dans 5 minutes, il neigera. Puis la nuit arrive et il se met à pleuvoir. Les gouttelettes d'eau sont composées de boue et de cendres volcaniques. Il est difficile pour les gens de respirer sans masque à gaz. La pression atmosphérique change constamment. Certaines personnes ont de fortes migraines et d'autres ont les articulations douloureuses. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder là-dessus. L'humanité doit trouver comment échapper à cette collision. Un nouvel ordre gravitationnel apparaîtra lorsque la Lune s'écrasera sur la Terre. Les continents vont changer de forme. Ils se combineront en un seul morceau de terre gigantesque ou se diviseront en une centaine de plus petits. L'énergie de la collision pourrait brûler tout l'oxygène de l'atmosphère et rendre toute la planète impropre à la vie. Il n'y a pas non plus de sens à se cacher sous terre à cause de tous ces séismes profonds. Les gens décident de passer leurs derniers instants avec leurs proches et leurs familles. La Lune se rapproche de plus en plus. Elle se trouve maintenant à la même distance que la Station spatiale internationale se trouvait de nous. La Lune obscurcit le ciel. De nombreuses villes sont dans le noir à cause des vagues. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent contre le sol. Des millions de tonnes de magma entrent en contact avec l'océan. Des milliards de litres d'eau s'évaporent. L'humidité s'élève dans les airs, se mélange aux cendres et se répand sur la planète sous la forme de cumulus géants. Tu as fini par accepter le sort funeste de notre planète. Mais quelque chose d'étrange arrive à la Lune à ce moment-là. Tu remarques que des fissures géantes apparaissent dessus. La Lune commence lentement à se scinder en 2 parties, et celle-ci se divise en centaines de gros morceaux. Elle est en train de s'effondrer. La Terre n'a plus de satellite naturel. Ce n'est plus qu'un tas de roches spatiales géantes. Mais pourquoi cela se produit-il ? Il existe un espace autour de notre planète appelé la limite de Roche. À cet endroit, la gravité de la Terre agit plus fort que celle de la Lune. Cela signifie que les forces qui maintiennent la Lune ensemble sont plus faibles que celles qui la déchirent. Les gens applaudissent. La limite de Roche a sauvé notre planète et la Lune ne nous frappera pas. Elle se fragmente en millions d'éclats et forme un anneau autour de notre globe. La Terre ressemble maintenant à Saturne. Une ceinture de pierres de lune nous entoure. D'énormes morceaux détruisent tout sur leur passage, notamment les débris spatiaux. Les satellites ne fonctionnent plus. L'humanité perd ses moyens de communication et de navigation. Les gens devront à nouveau utiliser des cartes en papier. Avant ces événements, la Lune maintenait l'orbite de notre planète à un certain angle. Maintenant, l'axe est incliné différemment. Un hémisphère se rapproche du Soleil et l'autre plonge dans l'ombre. Les pôles et l'Antarctique peuvent se transformer en déserts arides et l'équateur de la planète peut être recouvert de glace. L'hiver et l'été peuvent durer des années. Les restes de la Lune flottent autour de la Terre, mais certains d'entre eux tombent sur notre planète. Des pluies de météores lunaires détruisent nos villes et créent des cratères géants. Et tous ces événements conduisent à l'extinction massive de la vie sur Terre. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour s'adapter à ce nouveau monde. Imagine sortir de ta navette spatiale et poser le pied sur la surface de la Lune. Sous tes pieds, le sol est recouvert d'une matière fine qui ressemble à de la poudre. C'est la poussière lunaire. Tu regardes autour de toi et prends une bouffée d'air frais. L'odeur est très différente de celle de l'air sur Terre, mais elle est tout de même agréable. Malheureusement, tout cela est très improbable. Notamment parce que la Lune n'a presque pas d'atmosphère. Le satellite naturel de la Terre est trop petit, moins de 2% de la masse de notre planète. Pour cette raison, son champ magnétique n'est pas assez puissant pour conserver une atmosphère. Même si la Lune en possédait une, les vents solaires la souffleraient immédiatement.
Mais si tu pouvais visiter la Lune il y a 3 ou 4 milliards d'années, ce que tu verrais serait très différent. À cette époque, elle disposait très probablement d'une atmosphère. En ce temps-là, notre satellite était parcouru par de puissantes éruptions volcaniques. Des gaz se répandaient sur toute sa surface. Et ça se passait si vite qu'ils n'avaient pas le temps de se répandre dans l'espace. La surface lunaire était alors couverte de bassins, et ceux-ci étaient remplis de basalte volcanique. Imagine ça, d'énormes panaches de magma s'élançant dans les airs, retombant sur le sol en d'immenses coulées de lave. Voilà comment les bassins de basalte sont apparus sur la surface de la Lune. Au XXe siècle, nos scientifiques sur Terre ont réussi à obtenir des échantillons rapportés de la Lune. Ils ont découvert que dans les coulées de lave lunaire, il y avait non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'était élevée pour former l'atmosphère. Et ils ont découvert que c'est il y a environ 3,5 milliards d'années qu'elle était la plus dense. Et aussi qu'elle a persisté pendant à peu près 70 millions d'années. Après ça, pouf, l'atmosphère s'est évaporée dans l'espace. Mais le plus cool, c'est que lorsque la Lune possédait une atmosphère, notre satellite était 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique a même indiqué que la Lune était peut-être près de 19 fois plus proche de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. On pense qu'elle se trouvait alors à quelques 30 000 km, alors que de nos jours, elle se trouve à environ 390 000 km. C'est pourquoi la Lune avait l'air beaucoup plus grosse dans le ciel. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour profiter de la vue. Et moi non plus, je n'étais pas là. En même temps, selon les études les plus récentes, notre Lune aurait bel et bien une atmosphère. Elle est composée principalement d'hydrogène, de néon et d'argon et contient aussi quelques autres gaz rares, comme le potassium ou le sodium. On les trouve, par exemple, dans les atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Malheureusement, une telle atmosphère ne nous convient pas du tout. Nous sommes absolument dépendants de l'oxygène. Mais devine quoi ? Il y a aussi beaucoup d'oxygène sur la Lune. Oui, je sais, tout ça doit te paraître un peu déroutant. Mais le truc, c'est que cet oxygène n'y existe pas sous sa forme gazeuse la plus courante. Non, il se trouve piégé dans la couche de roches et de poussière qui recouvre la surface de la Lune. Cette couche s'appelle le régolithe et il contient près de 45% d'oxygène. Cela veut dire que si l'on était capable d'extraire cet oxygène, nous pourrions vivre sur la Lune ? Pas si vite. L'oxygène contenu dans ces roches est très étroitement lié aux minéraux. Et pour séparer ces éléments, il nous faudrait des tonnes d'énergie et un équipement adapté. Mais si l'on parvenait à amorcer ce processus, la Lune pourrait fournir beaucoup d'oxygène. Il existe une théorie selon laquelle la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et un autre planétoïde. Ce planétoïde devait être plus petit, de la taille de Mars. Cela s'est probablement produit il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon une autre théorie, la Lune était autrefois un astéroïde ou un autre corps vagabond du même genre. Elle se serait formée ailleurs, quelque part dans le système solaire. Et lorsqu'elle est enfin passée près de la Terre, elle a été immédiatement happée par la gravité de notre planète. D'autres experts pensent qu'à un moment donné du passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière s'est détachée. Et ce morceau s'est rapidement mis à tourner autour de notre planète. C'est ainsi que la Lune est apparue dans le ciel. D'après la théorie la moins passionnante, le satellite naturel de la Terre serait simplement apparu en même temps que notre planète au moment de sa formation. Actuellement, la Lune est le 5e plus grand satellite naturel de notre système solaire. C'est aussi l'un des plus denses, juste derrière le satellite de Jupiter, Io. Il est fort probable que la Lune ait un noyau minuscule, pas plus grand que 2% de sa masse totale. Large d'environ 676 km, il est principalement composé de fer et de soufre. La surface de la Lune est sombre, même s'il s'agit de l'objet le plus brillant de notre ciel nocturne. En réalité, sa réflectance est à peine plus élevée que celle de l'asphalte. Tu as peut-être entendu dire que la Lune, ainsi que le Soleil, provoquent des marées dans les océans et les mers sur Terre. En effet, l'attraction gravitationnelle de notre satellite crée ce qu'on appelle la force de marée. Elle fait s'enfler les mers aux endroits qui se trouvent, à tel ou tel moment, les plus proches de la Lune. Ces renflements sont ce que nous appelons les grandes marées. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la Lune fait aussi monter et descendre les roches, comme elle le fait avec l'eau. Bien sûr, cet effet n'est pas aussi visible que le sont les marées océaniques. Mais il est tout de même perceptible. La surface solide de la Terre se déplace d'environ 2,5 cm lors de chaque marée. Non seulement la Lune provoque des marées sur notre planète, mais elle ralentit aussi sa rotation. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée.
Il augmente la durée d'un jour sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne aussi de la Terre à la même vitesse que celle à laquelle poussent tes ongles. Cela représente environ 4 cm par an. Tu devrais vraiment les couper. Si un jour elle s'éloigne dans l'espace, notre planète connaîtra des temps difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence totale d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de saison, à une forte inclinaison, ce qui entraînerait des conditions météorologiques spectaculaires. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, rien ne la protège des températures extrêmes. Il fait incroyablement froid du côté nuit, moins 234 degrés Celsius. Et pendant ce temps, le côté ensoleillé est littéralement en ébullition, avec une température de 121 degrés Celsius. Une autre chose dont la Lune ne peut pas se protéger sans atmosphère, ce sont les météorites. C'est pourquoi la surface du satellite est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui cachés par la végétation ou remplis d'eau. Mais sur la Lune, leur nombre est beaucoup plus important. Il s'élève à plusieurs millions. Et environ 5000 d'entre eux font plus de 20 km de diamètre. La Lune est moins active sur le plan sismique que la Terre. C'est pourquoi ces cratères et autres formations anciennes restent dans le même état pendant des siècles. Mais même si la surface de la Lune est en grande partie inactive, le satellite naturel de la Terre est quand même secoué de tremblements réguliers. Il se déclenche à plusieurs kilomètres de profondeur. Selon une théorie, il pourrait se produire en raison du rétrécissement de la Lune dû au refroidissement de son intérieur. Les scientifiques disent que la Lune est devenue plus petite d'environ 45 mètres en quelques centaines de millions d'années. Mais comment l'expliquer ? Imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant. Voilà exactement ce qui arrive à la Lune. Elle rétrécit et se froisse. Mais contrairement au raisin, la peau de la Lune n'est pas souple. Sa surface est dure et cassante. Donc, à mesure que la Lune rapetisse, sa croûte se fissure et se brise. Ces diverses parties se chevauchent. Les chercheurs sont presque sûrs que de telles failles sont toujours actives et probablement responsables des tremblements qui secouent la Lune. Certains de ces tremblements sont assez forts, jusqu'à 5 sur l'échelle de Richter. Lorsque tu lèves les yeux vers la Lune, tu vois toujours le même côté de notre satellite. Tout comme notre planète, la Lune tourne autour de son axe. Mais cette rotation dure environ 27 jours. Et c'est exactement ce qu'il faut de temps à la Lune pour tourner autour de la Terre. Ce phénomène s'appelle le verrouillage par effet de marée. Avant qu'on ne commence à explorer l'espace, personne n'avait jamais vu l'autre face de la Lune. On ne savait pas à quoi ressemblait cette face cachée. Alors que la face visible de la Lune est principalement constituée de grandes plaines émaillées de bassins d'impact, sa face cachée est aussi accidentée que cratérisée. La croûte y est plus épaisse, avec moins de traces d'activité volcanique. Au fait, la Lune n'est pas parfaitement ronde ou sphérique. Elle a la forme d'un œuf. Lorsque tu la regardes, l'une de ses extrémités est toujours dirigée vers toi. Oui, tout droit vers toi. C'est la raison pour laquelle son centre de masse n'est pas son centre géométrique. En réalité, il se trouve décentré d'un peu plus d'1,5 km, comme une balle de golf de mauvaise qualité. Chaque année, en avril, un groupe de scientifiques observe la faible lueur des astéroïdes qui passent près de notre planète. Une année, ils ont remarqué quelque chose de bizarre qui scintillait dans leur télescope. L'équipe s'attendait à ce que ce soit un énième astéroïde, mais ils ont fini par être très surpris car ce qu'ils ont découvert était une roche spatiale inhabituelle qui n'était pas constituée des minéraux qui composent habituellement les astéroïdes. Elle était faite de silicate, le matériau que l'on trouve principalement sur la Lune. Ils l'ont nommé Kamo'oalewa, un mot hawaïen qui signifie « objet céleste vacillant ». La roche ne correspondait à aucun astéroïde géocroiseur que les scientifiques connaissaient déjà. Au lieu de cela, ce morceau présentait un motif de lumière réfléchie similaire à celui des roches lunaires que les astronautes avaient rapporté des missions de la NASA. Ce fragment s'est avéré être un quasi-satellite, qui est une sorte d'astéroïde en orbite autour de notre planète et du Soleil. Il tourne autour de la Terre, sur une orbite irrégulière assez inhabituelle. C'est la raison pour laquelle tu ne peux le voir dans le ciel nocturne qu'une fois par an. Le fragment est aussi très timide. Il ne s'approche jamais de notre planète à moins de 14 millions de kilomètres. C'est presque 40 fois plus loin que la Lune. De plus, ce corps spatial se cache souvent dans l'ombre. Les scientifiques ont compris que l'objet ne restera pas longtemps sur cette orbite. Il est probablement arrivé à sa position actuelle il y a environ 500 ans et son orbite va probablement changer au cours des 300 prochaines années. Ce fragment n'est peut-être pas seul là-bas dans l'espace. Il
il existe au moins 3 autres objets géocroiseurs similaires qui pourraient tous provenir du même endroit. Les chercheurs ne sont pas encore sûrs de la nature de la roche, mais ils pourront en savoir plus sur cet objet spatial inhabituel s'ils envoient un vaisseau spatial pour collecter des échantillons et les rapporter sur Terre. C'est ce que l'agence spatiale chinoise prévoit de faire plus tard dans la décennie. La Lune est apparue au milieu du chaos et il existe plusieurs théories sur la façon dont cela s'est produit. La première affirme que la Lune n'était autrefois qu'un corps errant semblable à un astéroïde. Elle s'est formée quelque part dans notre système solaire. Un jour, elle s'est approchée trop près de la Terre et a été capturée par la gravité de notre planète. La deuxième théorie dit que notre planète tournait si vite qu'une partie du matériel s'est détachée et a commencé à tourner autour d'elle. L'un des plus gros morceaux était la Lune. La troisième théorie affirme que la Lune s'est formée au moment où notre planète traversait son propre processus de formation. Mais aujourd'hui, la théorie la plus largement acceptée est la suivante. Un jour, il y a très très longtemps, mais pas dans une galaxie très très lointaine, la Terre est entrée en collision avec une planète de la taille de Mars. Les débris et les nuages de poussière de la collision se sont rassemblés autour de notre planète et ont commencé à lui tourner autour. Finalement, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune s'y est formé. Les missions Apollo ont rapporté plus d'1 tiers de tonnes de sol et de roches de la surface lunaire. Ces roches ont montré que la Lune avait principalement les mêmes matériaux de construction que notre planète. Cela pourrait signifier qu'elles ont une histoire commune. Si la Lune s'était formée ailleurs et avait finalement été capturée par la force gravitationnelle de notre planète, elle aurait une composition différente. De même, si elle avait été créée en même temps que notre planète, ou si elle s'en était détachée, il y aurait les mêmes minéraux sur la Lune et sur la Terre. Mais les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau. De plus, le satellite naturel de notre planète est riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. La Lune n'est pas le seul corps spatial du système solaire à avoir un passé mystérieux. Hippocampe est une lune de Neptune découverte en 2013. C'est la plus petite lune de cette géante glacée. Elle ne fait que 30 km de diamètre. Elle est très proche de Protée, la plus grande des lunes intérieures de Neptune. Les scientifiques pensent qu'Hippocampe s'est probablement formé à partir de débris après la collision de Protée avec une comète. Si Hippocampe était entré dans l'orbite de Protée depuis un autre endroit de notre système solaire, la plus grosse lune l'aurait avalé ou aurait fait fuir la petite lune. Mais Protée elle-même ne fait pas partie de la première génération de lunes de Neptune. Elle a été formée à partir des restes du tout premier système de lunes de la planète. Ces premières lunes ont été détruites lorsque Neptune a capturé Triton, actuellement la plus grande de ces lunes. La principale preuve que la collision était probable est le fait que Triton tourne autour de Neptune à l'envers par rapport aux autres lunes qui orbitent autour de la planète. Neptune a capturé Triton depuis la ceinture de Kuiper. C'est une zone remplie d'objets glacés et de débris rocheux qui s'étend au-delà d'Uranus. Cela signifie qu'Hippocampe est une lune de 3e génération. Le Soleil a également eu un passé turbulent. Notre étoile est apparue il y a environ 4,6 milliards d'années. Il est difficile d'étudier ses premiers stades de vie puisque cela s'est produit 50 millions d'années avant la formation de notre planète. Mais récemment, une équipe de chercheurs a découvert des cristaux vieux de plus de 4,5 milliards d'années, cachés profondément dans des météorites. Ils ont révélé certaines choses sur le passé de notre Soleil. Avant la formation des planètes, notre système solaire était composé de l'étoile centrale et d'un disque massif de poussière et de gaz chaud qui tournait autour d'elle. En se refroidissant, la poussière et les gaz se sont transformés en minéraux, dont les cristaux que l'on trouve dans les météorites qui ont atterri sur notre planète. Ces matériaux anciens ont été irradiés, contrairement à certaines substances plus jeunes. Les chercheurs pensent que quelque chose a pu arriver au Soleil après la formation de ces cristaux. Peut-être que l'activité de notre étoile était alors moins intense, ou peut-être que, pour une raison inconnue, ces matériaux plus jeunes n'ont pas pu voyager jusqu'aux zones où l'irradiation était possible. Les planètes naines nous donnent un aperçu des plus anciennes années du système solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, les forces gravitationnelles de Jupiter, Saturne et Neptune se sont unies. Elles ont projeté des astéroïdes et des comètes à toute vitesse dans le système solaire, les faisant entrer en collision avec différentes planètes. Toutes les planètes naines de la ceinture de Kuiper, par exemple Pluton, Eris, Oméa, Makemake, ont leur propre lune qui se sont probablement formées après de puissantes collisions. Des débris glacés sur des orbites similaires à celles d'Oméa, par exemple, peuvent prouver la théorie d'une ancienne collision. Les débris qu'elle a créés n'avaient tout simplement pas assez d'énergie pour flotter loin de la force gravitationnelle de la planète naine.
Cérès, une autre planète naine, a des argiles riches en ammoniac à sa surface. L'ammoniac n'est pas stable aux températures qui règnent sur Cérès, mais il y a beaucoup de cette substance dans le système solaire externe. Cela signifie que Cérès s'est probablement formé dans ses parties extérieures et a été projeté vers l'intérieur. Après tout, les géantes gazeuses migraient beaucoup lors des premiers stades du système solaire. Ou bien la planète naine pourrait s'être formée dans une ceinture d'astéroïdes, et l'ammoniac est apparu d'une manière ou d'une autre, mettons après un puissant impact sur la planète naine. Cérès pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les lunes glacées. Le fond des océans sur Terre a une forte concentration de minéraux carbonates et certaines parties de Cérès en ont aussi. Cela signifie que cette planète naine est comme une sorte de monde océanique fossilisé. De nombreuses exoplanètes, un terme utilisé pour les planètes situées en dehors du système solaire, ont également subi des collisions assez intenses à leur début. Ce système à double étoile se trouve à plus de 300 années-lumière de nous, et ces étoiles ont au moins 1 milliard d'années. Même s'il n'est pas jeune, ce système montre encore quelques signes de nuages tourbillonnants de débris poussiéreux qui n'ont pas encore refroidi, ce qui n'est pas quelque chose que l'on attendait d'un système stellaire de cet âge. Ces débris sont encore chauds, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir eu une forte collision de 2 planètes ou d'autres corps spatiaux de taille similaire dans cette région, et ce relativement récemment. Les particules de poussière tournent autour d'une jeune étoile. Elles se collent les unes aux autres et grossissent avec le temps, et c'est ainsi que les planètes se forment. Les restes de poussière se déposent souvent dans des régions lointaines et froides. Un exemple dans notre système solaire est la ceinture de Kuiper. Elle est située très loin, au-delà de Neptune. À mesure que les systèmes solaires évoluent, ces particules continuent d'entrer en collision jusqu'à ce qu'elles soient si petites qu'elles finissent par être attirées par les étoiles voisines ou expulsées du système. Uranus tourne de façon penchée si on la compare au reste des planètes de notre système solaire, et la seule explication que nous en ayons est une puissante collision dans le passé, quelque chose de bien plus gros qu'une comète ordinaire ou qu'un autre corps spatial de taille similaire a probablement heurté Uranus et a incliné l'orbite de la planète. C'était probablement une planète de 2 fois la taille de la Terre. Il pourrait s'agir d'une protoplanète, c'est-à-dire un corps spatial composé principalement de glace et de roches qui tourne autour d'une étoile et qui est susceptible de se transformer en planète à un moment donné dans le futur. Quoi qu'il en soit, les retombées de l'impact ont étouffé le noyau d'Uranus. Cela a empêché la chaleur à l'intérieur de la planète de s'échapper. Cela pourrait expliquer pourquoi Uranus a des températures extrêmement froides à sa surface. Alors n'oublie pas ton manteau.